Bonjour Beata, Salut Tara. je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Merci d'avoir répondu à l'appel des premières personnes à intervenir sur la plateforme Pawa qui sort le 1er décembre. Mais c'est un honneur. Ça fait vraiment plaisir de faire partie de cette tribu. Ouais. Alors Beata, c'est la première fois qu'on discute ensemble. Tu es professeure de yoga, donc tu enseignes un mélange de Kundalini, de Yin Yoga et de Vinyasa. Mais tu enseignes aussi la méditation tantrique et le breathwork au travers de tes cours, de tes ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es et te présenter? Oui. Du coup, je suis fraîchement enseignante de yoga. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'enseigne. Mais en France, ça fait que 1 an et demi. Donc, j'enseigne à Toulouse essentiellement. Et peut-être dire qui je suis, c'est rigolo, ça tenterait par le cadre professionnel. J'ai 29 ans, donc c'est nouveau pour moi d'être dans ce milieu-là au niveau professionnel, mais ça fait très longtemps que je suis dans le milieu holistique, spirituel, parce que j'ai grandi dans une famille où ma mère était praticienne d'homéopathie. Je dis praticienne parce qu'elle est diplômée, elle peut être homéopathe en Angleterre, mais c'est pas reconnu en France. Et mes deux parents pratiquaient depuis que je suis petite. Ils ont une grande spiritualité. Du coup, j'ai grandi quand même dans ce mindset très tourné vers la santé, mais un prisme de santé qui n'est pas que la santé avec des médicaments ou est-ce que je suis malade ou pas, mais quelque chose d'assez holistique. Donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir grandi là-dedans. Mais c'est très récent que j'en fasse mon métier parce qu'avant ça, comme beaucoup de personnes, je pense que je suis passée un peu par il faut avoir un diplôme. Donc, j'ai fait des études de sciences politiques. Et je me suis engagée tout chousse dans l'humanitaire et j'ai beaucoup travaillé sur la question de la protection des peuples et des ethnies indigènes. Et j'ai fait ça essentiellement en Indonésie. Et c'était magique comme métier, mais je me suis rendu compte que moi, j'étais bien trop hypersensible et bien trop... j'étais trop émotive, émotionnelle, émotive. Dans ce cadre-là, j'arrivais pas à mettre de protection entre le sujet et moi. Et du coup, je me suis dit, bah, tu vas aller aider les gens d'une autre façon. Et j'ai beaucoup de chance parce que la vie m'a parachutée dans une formation pour devenir prof de yoga alors que j'en avais pas envie. Parce que je pratique le yoga depuis une dizaine d'années, mais je le fais pour moi, je le fais pour mon bien-être, pour mon corps. Et je m'étais toujours dit, c'est trop superficiel. Tu n'as pas fait toutes ces études pour juste enseigner le corps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne vais peut-être pas tout raconter maintenant parce que je suis sûre que tu vas me poser d'autres questions là-dessus, mais bon, donc, j'ai eu des événements de vie qui m'ont amenée à avoir grand besoin de prendre soin de moi et je pense, de transmuter des gros traumatismes. Et c'est en voyant l'efficacité de cette formation de yoga pour m'aider à transmuter et à vraiment me reprogrammer. C'est-à-dire que je fonctionnais avec beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, mais j'avais l'impression qu'il y avait une fatalité dans ce que je vivais. Et lorsque j'ai fait ce training pour être prof de yoga, en fait, c'est comme si d'un seul coup, la métaphore que je donne à mes amis, c'est imagine un gant. Donc moi, j'étais ce gant. Paf, tu le retournes d'un coup sec et d'un seul coup, c'est une autre chose, tu vois, c'est une autre matière. C'est toujours le même gant, mais c'est juste pas du tout la même chose. Ça m'a fait cet effet-là. Et du coup, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, bah là, tu es obligé d'aller partager ça, c'est pas possible. Moi, ça m'a tellement fait de bien et ça m'a tellement, on va dire que ça m'a enlevé de toutes mes illusions et ça m'a sorti de mon marasme traumatisé, mélancolique, dépressif. Et du coup, j'ai pu trouver les clés. Et là, j'étais là, ok, bon, maintenant, nouveau chemin de vie, tu fais que ça, quoi. Et puis, c'est pas superficiel du tout. Hmm. Voilà un Ouais, peu qui je suis. c'est marrant les croyances qu'on peut avoir par rapport justement au corps. On va y revenir après, mais comme quoi, comme si le corps, voilà, c'était pas important, c'est superficiel d'enseigner le yoga ou la danse. Moi, j'ai fait beaucoup de danse plutôt.
Et on valorise tellement plus le travail intellectuel, alors que voilà, on le verra plus tard, mais voilà, le corps est tellement important dans notre bien-être et dans une voie. Si on a une voie spirituelle, ou voilà, c'est tellement important de le prendre en compte. Hmm. Mm. Comme tu l'as dit, j'aime bien poser cette question. Comme tu as eu un parcours différent avant d'être prof de yoga, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un événement, du coup, ou plusieurs peut-être, qui ont fait cette bascule et qui t'ont donné envie de te jeter dans le grand bain et d'enseigner le yoga? Ouais, ouais. Il y en a eu plein. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est un peu une construction progressive dans la vie de choses qui font que tu t'engouffres souvent dans un chemin et tu mets plein de couches sur ça. Et à un moment donné, en fait, tu es obligé d'enlever ces couches parce que tu t'es rendu compte que là, ça ne fonctionne pas. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je pense que comme beaucoup de gens, j'ai grandi dans un système très méritocratique. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Et j'ai une famille où bah, tous mes frères et sœurs ont fait des grandes écoles. Je pense aussi par souci, mes parents avaient besoin de se dire qu'ils nous poussaient dans cette voie pour notre futur et le meilleur pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis petite, moi, j'exprime, je pense depuis mes 7-8 ans, j'exprime quelque chose d'assez parallèle, très anti-scolaire, très anti-système un peu. Et c'est pas du tout quelque chose de construit politiquement ou socialement, parce que c'est depuis que j'ai 7-8 ans, par exemple, j'ai eu énormément de mal à m'adapter au système scolaire. J'étais tout le temps en souffrance. Et pourtant, je pense que j'étais très vive, j'étais très créative, très artistique. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, à un moment donné, bah, tu acceptes. Et j'ai arrêté d'être dans la résistance. Et c'est là où j'ai embarqué pour Sciences Po. Et je me suis un peu fait une raison en me disant, bon, bah, dans ce monde-ci, laisse tomber ton côté un peu artistique, spirituel, connecté à l'intérieur, laisse tomber. Ça, c'est des rêves Walt Disney de ton enfance. Allez, embraye, accouche, trouve une façon d'être efficace dans ce monde. Mais ça a été très violent. Je pense que Sciences Po, pour moi, ça a été une école qui m'a complètement fait halluciner parce que ils sont tous très doués là-dedans. Ils ont une façon de voir les choses très intellectuelle. C'est-à-dire que tu vas aller à un apéro avec les potes de Sciences Po et ils te citent du Marx, ils te citent les grandes théories économistes et en même temps qu'ils sont en train de picoler. Et moi, j'étais juste complètement à la ramasse à regarder tout ça et me dire mais je me sens comme un extraterrestre. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu un traumatisme à mes 20 ans. J'ai dû avorter. Et c'est intéressant parce que je pense que si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu ce gros trauma, je pense que j'aurais pas senti suffisamment de mal-être pour me sortir et me dire vraiment, là, tu forces contre quelque chose qui n'est pas toi. Mais comme en fait, j'ai vécu ce traumatisme qui m'a, on peut imaginer, ça a fait table rase de tout. J'ai perdu presque tous mes amis parce qu'il y a eu, moi, je me suis mis dans un mode un peu de protection et de je cache d'un seul coup des tas de choses qui m'arrivent et du coup, je me suis retirée. Et j'ai vécu une forme de coupure aussi avec ma famille. Et comme je me suis retrouvée très seule et très triste, enfin, j'ai vécu une dépression à peu près de 6-7 ans à partir de là, je pense que ça m'a obligée à me dire, bah là, en fait, tu vas tellement mal, tu vas plus pouvoir faire semblant. Et c'est peut-être intéressant pour les personnes qui vont écouter cette interview de se dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de gens à dépasser leur trauma, mais c'est impressionnant à quel point chaque trauma qui arrive dans la vie des gens est là pour catapulter quelque chose. Ça te donne un apprentissage sur qui tu es, ça te donne un apprentissage sur le monde, et si tu passes pas par là, ou si tu fais semblant que tu n'es pas passé par là, c'est comme si tu vivais à moitié endormi ou à moitié à côté de toi, un pied dans ta chaussure, un pied à côté. Et moi, du coup, ce trauma-là m'a permis de... Bah, j'ai forcé encore assez longtemps. Tu vois, quand je dis que j'ai été dépressive pendant 6-7 ans, c'est qu'après ça, j'ai quand même essayé de fonctionner avec mon diplôme de Sciences Po. J'ai quand même essayé d'être efficace et je me suis mis une pression hallucinante pour performer parce que comme j'étais triste, je me disais, bah, tu vas d'autant plus t'accomplir par ta mission humanitaire, tu vas d'autant plus donner à la communauté, vu qu'en plus j'avais la culpabilité de ce que j'avais fait. J'ai essayé d'être encore plus dans les assos, dans des tas de choses. Et là, j'ai mis une espèce de montagne de résilience sur moi.
ce qui a fait que j'étais encore plus coupée de mes émotions parce que j'étais tout le temps dans le bulldozer de tu te sens triste, et ben si tu es triste, tu vas encore plus aller essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Tu te sens seule, bah, tu vas encore plus essayer d'être la fille super sympa pour essayer d'avoir des amis. Alors qu'à l'intérieur, ça criait, là, ça va pas, ça va pas. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un moment donné où c'était stop. En 2018, grosso modo, là, j'ai enchaîné ce que je dirais, moi, des bullshit jobs. Parce que après avoir essayé de faire de l'humanitaire et m'être rendu compte que j'étais trop fragile, trop émotive pour faire ça, j'ai essayé de rentrer en France et de faire des jobs dans l'humanitaire ou la communication ou même tout ce que je pouvais faire. Donc, j'ai même travaillé un an dans le coaching en entreprise. Et en fait, c'est trop drôle parce que les 3/4 du temps, j'étais face à non, mais là, c'est fini, quoi. Là, il y a trop de bullshit. Il y a trop de bullshit. Tout ça, c'est fake. Et à la rigueur, si j'allais bien, j'aurais pu un peu peut-être me dire bon, bah, tu fais ça, et puis dans ta vie privée, c'est pas grave, tu t'accomplis. Sauf que comme ma vie privée était morte et que j'étais complètement éteinte à l'intérieur et que j'avais un peu tout mis mes œufs dans ma vie professionnelle, à chaque fois que je voyais les aberrations, enfin, je me suis retrouvée un jour à animer un séminaire pour Total dans tout ce qui est un peu communication créative. Et là, j'étais là, non mais tout ça sert à rien. J'ai juste vu des organismes dépenser des tas et des tas de sommes d'argent pour les choses. Et à la fin, quand tu fais le bilan de qu'est-ce qu'on a créé, qu'est-ce qu'on a apporté à l'humanité, zéro. Et là, j'ai fait mon maxi burn-out où en fait, je me suis écroulée pendant 1 an. Je me suis enfermée chez moi, chômage, dépression assez intense. Et c'est très joli parce que c'est cet état qui m'a fait me dire no more, no more. Tu peux pas continuer à faire semblant. Tu peux pas aussi essayer d'appartenir à ça. Et je sais, j'avais la chance, c'est pour ça que j'ai parlé de la spiritualité de mes parents, j'avais la chance quand même d'avoir grandi avec une grande foi en la vie. Et du coup, je me suis dit, bah, tu vas faire un test, tu vas faire tout différent. Parce que là, c'est juste à force d'essayer de rentrer dans ce moule, cette pression méritocratique de il faut forcément que tu utilises ce diplôme de Sciences Po, mais regarde, tu es tellement brillante, tu as eu tel diplôme, tu as réussi à avoir telle mention, il faut forcément que tu ailles faire une start-up. Enfin, c'est une espèce de schéma qu'on nous plaque de c'est ça la réussite. Là, j'ai fait non, en fait, c'est mort. Maintenant, la seule chose qui importe, c'est ma survie. Et là, c'est rigolo par rapport à Power parce que je ne l'avais pas vu venir, mais les premières choses que j'ai mis en place pour me sortir de cet état-là, c'est des choses comme le jeûne. J'ai commencé à, je ne sais pas pourquoi, enfin si, j'étais tellement en état de détresse que mon corps était en inflammation chronique. J'avais des inflammations aux ganglions autour de l'oreille. Je suis allée faire plein d'IRM, c'était catastrophique. J'avais les poumons en inflammation chronique. Je n'arrivais plus à dormir tellement je faisais d'asthme. Et du coup, en me mettant à l'arrêt professionnel, je me suis dit, bah, première chose que tu vas faire, c'est que tu vas t'occuper de guérir ta santé. Donc, je me suis mis au jeûne. Je me suis mis encore plus au yoga. Je suis allée autant que possible connectée à la nature et tout. Je suis allée faire du woofing. Donc, je me suis mis les mains dans la terre. Et petit à petit, cette inflammation, elle a commencé à s'apaiser. Ça a aussi calmé l'inflammation mentale. Et c'est là où j'ai un peu échafaudé ce plan d'aller en Indonésie, où je suis allée faire juste du bénévolat. J'ai commencé à enseigner le yoga sans diplôme. Je me suis juste dit, bah, fais ce que tu sais faire et fais ce que tu aimes faire. Et après, je suis allée me former en Inde. Mais du coup, voilà, c'est un chemin assez fastidieux parce qu'il y a eu quand même beaucoup de résistance contre moi-même. Et peut-être pour les personnes qui entendent ça, la chose que j'aimerais transmettre, c'est je pense qu'on n'est pas obligé de souffrir les 8 années que moi j'ai eues dans ma dépression. Et on peut vite embrayer à se dire, ben, en fait, si à l'intérieur ça dit non, c'est qu'il y a une raison et il y a quelque chose qui sait. Parce que là, par exemple, depuis que je suis prof de yoga, il y a beaucoup de profs de yoga et c'est pas comme si c'était le métier où on gagne hyper bien sa vie parce qu'il y en a tellement. Mais paradoxalement, j'ai jamais été aussi prospère, j'ai jamais été aussi dans l'abondance, autant dans l'abondance. Parce que, en fait, à partir du moment où tu es aligné avec ton talent intérieur et ta vocation, ta sensibilité, c'est comme si d'un seul coup, tu entres dans un espèce de flow state où bah, ça marche mieux.
Et si seulement j'avais fait confiance à ce cri intérieur de arrête, ce n'est pas toi. Si j'avais fait confiance à ça plus tôt, je pense que j'aurais eu moins de douleur, j'aurais aussi créé moins de chaos autour de moi. Je pense que je sais pas comment expliquer, c'est faire confiance que c'est pas obligé d'être difficile tout le temps et qu'il y a Mmh. quelque chose dans la fluidité qui est aussi signe de c'est ce que tu es supposé faire là. Mmh, waouh! Merci. Merci pour ce partage, c'est beau, ça fait du Mmh. bien à entendre et c'est fou de voir, ouais, à chaque fois comme les résistances mentales, elles peuvent être importantes et la vie a beau nous montrer, par plusieurs fois et de méthodes différentes que, bah, peut-être qu'il y a autre chose pour nous qui sera mieux et qui sera vraiment ce pourquoi on est là. Et puis non, il y a toute notre éducation, il y a aussi ce truc dont tu as parlé d'avoir, travaillé dur pour avoir ton diplôme et du coup, bah, tu as pas envie de lâcher ça, quoi, toutes ces années que tu as Oui, passées. Ouais, merci. oui, avec bonheur. Je pense qu'il se passe quelque chose en ce moment, tu vois. Je pense que les générations qui arrivent, c'est intéressant aussi ce truc avec le Covid, c'est du coup, il n'y a plus cette illusion de ce Ouais, système fonctionne. En fait, là, c'est ouais, clair, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que ça va aller de plus en plus vite. ouais. Ouais et finalement, ça vient un peu valider, les choses qu'on se disait depuis longtemps, de se dire: «Ah mais en fait, peut-être que ça marche pas si bien» et là, on en a quand même une belle preuve, quoi, que c'est en train Mhm. de bouger. Ouais, Donc ça vient valider peut-être pour les personnes qui ont fait des choix différents il y a plusieurs années ou pour les personnes qui là aujourd'hui ont envie de changer de voie, ça vient quand même confirmer certaines intuitions, je pense qu'on a. oui, Mm. oui, Et alors, exactement. on en a parlé un petit peu dans l'introduction du fait que l'Occident aujourd'hui a un peu renié la voix du corps, mais heureusement les pratiques orientales viennent nous ramener à ça. Et du coup, Mm. toi, c'est ce que tu as choisi à travers le yoga. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie-là particulièrement? Alors, tu disais que tu pratiquais déjà le yoga, mais voilà, qu'est-ce qui t'appelle particulièrement là-dedans, euh, à travailler par le corps? J'adore que tu poses cette question et je te remercie parce que tu vois, c'est joli comme des fois on fait un peu les choses en automatisme et c'est trop beau de venir se réinterroger là-dessus. Je, je vais te parler un peu de ma croyance, de ma foi. J'ai l'impression qu'on arrive tous sur cette planète avec une énergie. Et tu peux appeler ça l'âme, tu peux appeler ça l'essence de vie. Et j'ai l'impression que cette chose-là, c'est déjà tout sur qui on est. Et c'est déjà. En fait, c'est comme si cette énergie porte la sagesse et la créativité du vivant, comme ça me fait que ton corps, tu vois, soit capable de s'organiser majestueusement bien sans que tu aies intellectualisé, cellules fonctionnent de telle façon. Enfin, donc, on porte beaucoup, beaucoup de sagesse en nous. Mais c'est comme si cette enveloppe, le corps, était un peu maladroite et comme un bébé qui apprend à marcher. Je me rends compte qu'il faudrait qu'on apprenne à, à vraiment habiter pleinement cette enveloppe-là, qui est bourrée de capacités, capacités cognitives, capacités, tu vois, les sensations qu'on est capable de capter. Et je me rends compte que beaucoup de souffrances et beaucoup de maladies viennent du fait que on force souvent avec le mental et qu'on vient négliger à quel point ça, c'est en train de nous fournir énormément d'informations sur nos besoins, sur notre état, sur même le contexte. Par exemple, depuis que je pratique le yoga, je me rends compte que je suis capable de sentir très, très fort le besoin de la personne en face de moi. Et je ne l'ai pas mentalisé, je ne l'ai pas intellectualisé, mais je pense que c'est parce que c'est un sens inné au corps humain et que avant d'apprendre à l'affûter et à l'écouter, on le bloque, tu vois, on est un peu trop sur un mode opératoire de productivité, on va être sur un schéma de je dois faire ma to-do list, ok, je reste focus. Alors que quand on commence à écouter les mots du corps, comme la maladie, comme par exemple ma fameuse inflammation, c'est joli parce que j'ai toujours cette inflammation qui revient dans des états de stress. Et avant d'être à l'écoute de mon corps, je me disais juste, il y a de l'inflammation, va vite prendre un paracétamol ou je sais pas quoi, enfin calme l'inflammation. Maintenant, je me rends compte, attends, ça dialogue avec toi, ça dit des choses sur tes besoins, ça dit des choses sur ton état, ça dit des choses sur l'état des choses au-delà de toi.
écoute. Et bon, alors pardon, je fais que faire la promo de ce bouquin, mais il y a un livre incroyable, le livre Le corps n'oublie rien. Je peux aller te le chercher? Il est juste là à côté, que je le Ouais, montre. carrément. Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. C'est trop rigolo parce que c'est un psychiatre clinicien hollandais, il me semble, qui fait un peu la présentation de les gars, arrêtez d'imaginer que le cerveau fait tout et que juste en placardant des pensées positives ou en essayant de maîtriser le mental, vous allez arriver à votre bien-être. Parce qu'en fait, la chose essentielle, c'est votre corps est une éponge. Et si tu ne déverrouilles pas certaines choses au niveau du corps ou si tu ne fais pas fluidifier l'information dans le corps, tu auras beau faire tout ce que tu veux au niveau du mental et de l'intellect, ça va bloquer. Et ce que j'ai senti personnellement, c'est que j'ai de la chance d'avoir cet asthme et d'avoir cette hyper réactivité parce que ça m'a amené à vraiment me dire, bah, en fait, moi, j'ai pas le choix. Il y a des gens qui ont le choix parce qu'ils n'ont pas des maladies chroniques et qui peuvent foncer à travers les murs et être vraiment dans l'endurance résiliente de, bah, en fait, on va s'adapter au système, on y va. Mais quand tu as vraiment une pathologie, surtout l'asthme, qui fait que, bah, en fait, je ne respire pas, je peux pas même parler ou moi, ça m'est arrivé de devoir annuler des rendez-vous en disant, bah là, je suis désolée, je n'arrive pas à sortir de chez moi pour aller au rendez-vous. Donc, c'était assez intéressant de me dire, bah, je vais être obligée d'aller écouter. Et comme par hasard, l'asthme était assez beau. Comme c'était une belle maladie parce que, enfin, je l'ai toujours, mais aujourd'hui, j'arrive à mieux le gérer. Ça montrait énormément les moments où j'avais du stress et les moments où j'avais de l'anxiété, mais que je n'avais pas entendu, pas conscientisé. Et la fois où je m'en suis le plus rendu compte, c'est j'ai raté mon permis 2 fois et la 3e fois où je passe mon permis, la voiture, tu sais, c'est les voitures de permis hyper propres, il y a pas de poussière, il y a pas d'éléments allergènes dans une voiture de permis et je rentre dans l'habitacle, je me mets au volant et la crise d'asthme de l'espace est genre vraiment grave. Et j'étais juste tellement mise face à l'évidence de, bah là, ça te parle d'un état de stress énorme. Et le truc qui est intéressant, c'est que ça sert à rien de forcer. Viens voir au contraire à quel point c'est beau cette émotion, de quoi ça parle, et viens apprendre à tempérer ça. Et du coup, j'ai tiré ce petit fil, et Bessel van der Kolk en parle très très bien. Il vient te raconter les différentes étapes de quand, par exemple, tu as un besoin lié à une peur ou un réflexe. Imaginons que tu vas avoir une peur. Tu vas avoir plein d'hormones qui vont être sécrétées en lien avec cette peur. Et à moins de conscientiser que tu es arrivé à ce taux, par exemple, de cortisol dans le corps ou d'adrénaline, si tu n'es pas capable de trouver les techniques pour apaiser, tu peux rester bloqué là-dessus. Ce qui fait que tu vas vivre tout ton quotidien à partir de là avec cette nuance de stress, cette nuance, cette teinte d'angoisse et qui fait aussi que tu vas sous-fonctionner dans d'autres capacités, comme par exemple ton intuition. Tu ne vas pas fonctionner aussi dans les zones créatives de ton cerveau parce que ton cerveau est resté bloqué en mode adrénaline, cortisol. Et ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que je travaille avec mes élèves pour qu'ils arrivent de 1 à s'autoriser à écouter. Ce que j'ai fait avec l'asthme, c'est à un moment donné, en fait, c'est tellement flagrant, bon, je vais m'autoriser à écouter. Ça, c'est une grosse étape qu'on nie vraiment souvent. Deuxièmement, à comprendre. Parce que c'est comme si tu sais, je dis, bon, d'accord, j'ai de l'asthme au stress, super, j'en fais quoi? Comprendre que tu peux dialoguer avec cette chose, que tu peux entendre des petits signes avant-coureurs, que tu n'es pas obligé d'arriver juste à l'état final de là, c'est là, tu es en détresse ou là, il y a un déséquilibre. Donc, comprendre, commencer vraiment à rentrer dans j'arrête de nier, je rentre en interaction avec ce qui se passe en moi. Et l'étape d'après, la 3e étape, je dirais, c'est commencer à outiller cette sensibilité. Donc, outiller, ça va être par exemple, il y a quelque chose de très joli qui se passe en ce moment et je sais qu'Aurore en parle beaucoup. C'est, bah, tu connais ton cycle menstruel, bah, tu vas outiller ton hypersensibilité du syndrome SPM, du syndrome prémenstruel et tu vas arrêter de mettre des rendez-vous à cette période prémenstruelle où tu sais que ça va être le choc de fatigue. Donc, il y a un moment donné où tu commences à respecter ça.
Et je repense à une discussion hyper jolie que j'ai eue avec des amis qui refusaient d'arrêter la pilule. Tu sais, il y a des pilules qui te font avoir aucune règle. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais des amis qui étaient là, bah, c'est super, comme ça, tu es hyper productif parce que tu n'as jamais ce SPM pourri. Ouais. Et moi, je les écoutais, j'étais là, non, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de faire semblant, en bourrant le corps de fausses hormones, tu es en train de faire semblant que tu n'as pas d'émotion, que tu n'as pas de fatigue. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu t'es mis à genoux devant le système qui te demande d'être tout le temps dans la productivité? Et c'est là, mais oui, mais tu te rends compte, j'arrive pas à faire mon métier quand je suis fatiguée. J'étais là, bah ouais, c'est normal. Ouais. Ouais, on en revient à avoir à retourner complètement les situations, en fait. Ouais, ouais. Mmh. Du coup, voilà, ma fascination, en fait, pour le corps, c'est hyper joli parce que du coup, j'arrive un peu à m'y retrouver avec mon côté quand je travaillais dans l'humanitaire, c'était aussi un peu écologique parce que je travaillais aussi sur la protection des forêts. Et je me rends compte qu'il y a un lien très étroit entre venir réhonorer notre état émotionnel et les mots de notre corps. C'est assez écolo au final parce que ça va nous sortir de cette logique hyper productive, Mmh. de cette frénésie de il faut toujours être dans le profit, plus de consommation, etc. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu vas de revenir à quelque chose de beaucoup plus tempéré et modéré. Et là, la boucle, pour moi, elle est complète dans le sens où on revient à quelque chose de vraiment en symbiose avec ce qui nous entoure. À partir du moment où on vient plus s'écouter, forcément, ça va s'équilibrer avec, bah, par exemple, la gestion des ressources sur la planète, etc. Mmh. C'est une grande croyance que j'ai. Ouais. Beh, Voilà ma tu fascination. ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche et tu prêches une convaincue, mais c'est exactement ce que j'aurais pu, partager. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société où on a un peu éradiqué toutes les limites et internet, prolonge en fait ce truc-là d'avoir plus de limites de temps, d'espace, géographique. Hem et ouais, de revenir au corps, pour moi, c'est revenir à sa matérialité, à des limites. En fait, le corps, il est limité et notre vie, quelque part, notre vie terrestre, elle a quand même des limites, quoi. Donc c'est Oui, revenir dans cet aspect incarné, matériel et limité quelque part. Donc je pense que c'est, une médecine, à elle toute seule. pour tout. Médecine Ouais, pour la nature, ouais, médecine pour l'état du monde, ouais, c'est fou. ouais, ouais, Mmh, complètement. mmh. Alors on va en venir à la formation que tu partages, sur Pawa, dans Ouais. laquelle tu vas parler, essentiellement de pratiques autour de la respiration et de pratiques d'hygiène du corps, si j'ai bien compris. Alors Tara, tu vas me détester. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, entre-temps, il y a eu le confinement et il y a Ouais, eu énormément de choses qui se sont passées. Et face aux émotions des gens qui ressortaient de façon hyper intense, j'ai un petit peu transformé le contenu du cours. Et aujourd'hui, c'est devenu un cours pour permettre de passer de la sensation viscérale, un mélange de colère et aussi de détresse, à l'intelligence du cœur. Donc, on reste quand même sur cette utilisation du souffle et maîtrise des émotions par le souffle et le corps. Mais j'ai un peu transformé le sujet. C'est moins sur élever la fréquence, mais ça reste OK, élever la fréquence. On amène l'énergie à l'intelligence du cœur. OK et Mais ben, du coup, est-ce que super. tu veux J'adore le freestyle, donc c'est parti. Ah, c'est Heu parti. C'est parti, c'est parti. Alors, est-ce que du coup, tu veux nous en dire plus sur ce que tu partages, sur les techniques? Est-ce que tu partages toujours des techniques de kriya et de respiration Oui, dans cette nouvelle, formation? oui, oui, OK. exact. Alors, je vais préciser ce que c'est que les kriyas. En gros, moi, l'enseignement que je diffuse, il est essentiellement basé sur la tradition védique yogique. Donc, c'est toute cette sagesse qui émane de l'Inde, mais aussi de la chaîne himalayenne, parce que à l'époque, les frontières n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, ce nord de l'Inde, la chaîne himalayenne tibétaine, où il y a à peu près 5000 ans, c'est difficile à tracer parce que c'est des traditions orales et non pas écrites ou manuscrites, où on peut dire, bah, alors à telle époque, il y a tel ouvrage. Mais c'était une période à laquelle ce qu'on appelle les rishis, les sages qui pratiquaient cette observation de soi-même et cette grande dévotion à comprendre la vie, comprendre qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est que l'essence de la vie,
comprendre comment ça fonctionne, ils s'observaient tellement. Et ils faisaient ce qu'on a dit au tout début, ils faisaient des expériences sur eux avec le jeûne, ils faisaient des expériences sur eux avec la respiration, avec des états prolongés de méditation. Ils en sont arrivés à recevoir les éléments qu'on enseigne aujourd'hui, qui sont donc les techniques de méditation, de respiration, les mantras et les asanas, donc qui sont les postures de yoga qui permettent d'affûter cette sensation du système nerveux, affûter la circulation du sang, affûter la maîtrise musculaire du corps. Donc c'est vraiment venir aiguiser cette maîtrise du corps. Et les kriyas dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des kriyas, techniquement, ça veut dire clé qui corrige, clé qui permet de rééquilibrer comment l'énergie circule. Et tu peux penser peut-être par exemple au tai chi et au qigong qui sont des mouvements respirés qui ont aussi cette logique de quand tu vas faire un mouvement répété, tu corriges comment l'énergie circule. Le kriya, c'est la même chose. Le kriya, c'est vraiment cette logique de, par exemple, je montre celui qui est le plus connu. Mes élèves, ils l'ont tous déjà fait. C'est inspire, tu tires les bras et tu viens vraiment étirer le méridien du cœur. Et à l'expiration, tu rabats. Donc ça fait plein de choses à plein de niveaux. Déjà, sur le système endocrinien, tu vas venir renforcer la circulation dans les glandes qui sont sous tes aisselles. Tu amplifies ton rythme cardiovasculaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que comme ça va te demander de l'endurance, à un moment donné, tu vas devoir venir travailler ton mental, ta présence, ton focus dans l'épreuve. Donc, ça vient vraiment corriger. Et ça, quand tu commences à pratiquer ces techniques, ce qui est assez impressionnant, c'est que tu commences vraiment à prendre conscience de ta capacité à maîtriser ta propre énergie. Je pense que c'est quelque chose pour tous les profs de yoga ou pour toutes les personnes qui méditent, c'est quelque chose d'assez familier, mais je sais qu'avant d'avoir goûté à ce qui se passe dans une séance de yoga, tu peux souvent te dire moi j'ai besoin d'avoir de l'énergie en dormant, en mangeant et en allant me balader 1 heure par semaine. Mais tu ne te rends pas compte que dans l'orientation de ta pensée, dans l'orientation de même juste l'attention que tu portes sur les états dans lesquels tu es, etc., toutes les petites choses que tu fais, même dans l'invisible, influencent l'énergie dont tu disposes et l'influence que tu vas pouvoir avoir à ta disposition, par exemple, pour travailler, pour créer, pour interagir, pour penser. Ce qui arrive un peu à la prise de conscience que tu as la capacité et tu as toutes les clés en main pour modifier ton état de conscience. Et le souffle est une entrée, la méditation est une entrée, le travail du corps, donc avec les postures de yoga, est une entrée. Et moi, c'est ça que j'enseigne. C'est-à-dire qu'un cours avec moi, ça va être en général un thème. Par exemple, hier, j'ai fait un thème sur le pouvoir. Avec mes élèves, on a travaillé sur le pouvoir. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire faut qu'on pète cette idée que le pouvoir, c'est forcément venir en force ou c'est forcément avoir de la domination. On va venir explorer d'autres formes de pouvoir. Du coup, on utilise cette focale mentale pour après ensuite faire des mouvements, des respirations et tout. Et les élèves m'ont écrit à la fin en me disant « C'est un truc de dingue, je me sens super stable, une force tranquille. » Et j'ai rien fait moi, c'est eux qui ont fait, tu vois. En plus, c'était en digital. Donc, tout ça pour rappeler aux gens, on a un pouvoir inestimable, inestimé de capacité à se maîtriser. Et il faut se dire que s'il y a 5000 ans, des personnes qui faisaient que méditer étaient capables de concevoir qu'ils étaient vibratoires, ils étaient capables de concevoir qu'il y avait différentes zones dans leur cerveau, que lorsqu'ils respiraient, par exemple, plutôt par la narine gauche, ça allait activer plutôt le côté droit du corps et tout. Enfin, des trucs scientifiques de ouf qu'aujourd'hui, on est capable de valider avec un microscope, des scanners, l'observation de particules, parce qu'on a la technologie qui a rattrapé. Mais il y a 5000 ans, ils n'avaient rien de la technologie, mais juste par l'écoute et le travail, par la présence et l'observation, ils étaient capables de se connaître dans la subtilité et vraiment de maîtriser cette nature humaine. Et du coup, c'est ça que j'enseigne. C'est revenir à la maîtrise de ce corps, de cette énergie. Et ce n'est pas une maîtrise pour être dans le contrôle, c'est une maîtrise pour venir choisir
et explorer les potentiels de cette expérience de vie en nous. C'est pour ça que Kundalini, il y a plein de significations. Tu peux parler de Kunda qui veut dire une forme de nœud. C'est pour ça qu'on parle souvent du serpent parce que c'est coil. Coil en anglais, c'est le serpent qui est recroquevillé sur lui-même. Et Kunda, il y a une des traductions du mot Kunda en sanskrit qui peut vouloir dire ça. Mais Kundalini, c'est essentiellement éveil du plein potentiel. Si tu traduis au-delà des mots vraiment terre à terre et concrets, la symbolique du Kundalini, c'est aller puiser en nous l'énergie vitale et venir voir la manifestation la plus ample et totale que tu peux en faire. Et je crois qu'on n'a pas fini d'être ébahi de ce qu'on est capable de faire. Tu vois, en termes de déjà dompter notre mental fou et observer à quel point, en fait, c'est toi qui diriges la machine. Arrête d'imaginer que c'est le cerveau qui est toujours en train de partir en roue libre. Tu as la capacité à ne pas partir en roue libre. Maîtriser tes émotions. Donc, par exemple, quand tu sens l'anxiété monter, ne pas penser que c'est ton ennemi, mais venir entendre le message et savoir y répondre, ne pas te laisser submerger, utiliser les choses qui émergent en toi. Tout ça, on a la capacité. Et avec les techniques que j'enseigne, en fait, on apprend à dompter ça, à dompter, à affûter. Donc, dans le cours que j'enseigne pour Power School, je l'ai réadapté j'ai adapté ces techniques en me disant, bon, on va avoir une plateforme sur laquelle les gens viennent pour créer des solutions et amener de l'énergie dans la création du nouveau monde. Et je me suis permis de dire, du coup, je vous propose qu'on fasse un travail pour dépasser l'ego, dépasser surtout ce qui peut être dans l'ego lié à la peur ou par exemple, à tout ce qui émerge en nous d'un besoin ou d'un manque, ce qui est très lié à notre cerveau reptilien qui fonctionne surtout sur l'instinct de survie. Et j'ai fait du coup un cours qui permet de dépasser cette sensation de manque, de peur, qui est quelque chose qui est très lié au bas du ventre, pour canaliser cette énergie. Donc, on a plein d'énergie comme ça, assez viscérale, et on va l'amener vraiment physiquement. On va faire des gestes et des respirations qui amènent cette énergie dans le cœur. Et pour toucher à la subtilité de cette énergie du cœur qui est beaucoup plus, comment dire, l'énergie du cœur, elle dépasse l'ego, elle dépasse ta simple volonté parce que c'est l'espace où tu es aussi le plus en vibration en termes de fréquence. Si tu fais une prise de vue de l'électromagnétisme du corps humain, l'électromagnétisme est le plus présent au niveau du cœur. Du coup, ça veut forcément dire que c'est là où tu vas être le plus en interaction avec ton environnement et ce qui t'entoure. Et du coup, quand tu amènes toute l'énergie dont tu disposes à l'espace du cœur, ce qui est joli, c'est que tu vas avoir accès à une intelligence un peu plus subtile et fine du vivant. Donc, tu vas par exemple être capable d'avoir des prises de décision et d'action qui ne vont pas être simplement basées sur « mais moi, je crois à ça et du coup, je veux faire ça », tu vois. Et du coup, je me suis dit, pour des gens qui veulent apporter des solutions pour créer le nouveau monde, c'est joli de se dire, on va aller faire migrer toute cette quantité d'énergie astronomique, il y a des envies de changer le monde, mais ok, on va utiliser ça juste pour s'assurer que la solution que tu vas créer, elle émerge de quelque chose d'absolu et pas juste lié à peut-être le fait que quand tu étais petite, tu as eu un traumatisme sur tel sujet ou peut-être que tu as une peur viscérale de la fin du monde et que ça vienne plutôt d'un champ énergétique total, vivant, vibrant, très fort. Et là, il y a des solutions dingues qui émergent une fois que tu es plus dans la peur ou dans le manque. Donc voilà le cours. Beau programme, j'ai hâte. Je dois y voir de la honte, mon Dieu. Merci. Et alors, j'ai envie de te poser une question pour toi qui as souffert et qui souffre encore d'asthme. Quelle place a la respiration dans ta pratique et pourquoi c'est important de travailler sur sa respiration? Chose qui est largement développée dans le yoga, mais c'est vrai que, encore une fois, nous en Occident, respirer, bon, on n'a pas trop appris, quoi. Donc, j'aimerais bien avoir ton point de vue. C'est super comme question par rapport à ce que je viens de dire. Tu sais que quand je te parle de maîtrise énergétique, ce qu'il faut se dire, c'est que la première chose, la chose la plus évidente sur laquelle tu as un contrôle et une capacité de transformation, c'est ton souffle. C'est quelque chose que tu fais à la base mécaniquement. Ça se fait tout seul, hein, c'est quand même fou. Hein.
tu as 2 trous ici, un trou là, des alvéoles ici, et ça c'est ton corps a structuré les mouvements. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que même quand tu dors et que tu es inconscient, ça fonctionne tout seul. Et ça sait comment aller chercher les besoins pour nourrir en oxygène toutes tes cellules. Donc déjà, ça fonctionne tout seul, comme le reste de ton corps. Par contre, contrairement au fonctionnement de tes cellules entre elles, ton souffle, tu peux le maîtriser. Tu peux retenir ta respiration. Tu peux changer les rythmiques respiratoires. Donc, en termes de maîtrise sur soi, c'est, je dirais, la chose la plus facile à maîtriser pour commencer à influencer cette grande machine. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse. Je vais te donner un exemple, celui de la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si tu sais, le fait que quand tu inspires, tu accélères dans l'invisible, tu accélères ton rythme cardiaque. Et quand tu expires, tu ralentis ton rythme cardiaque. Ok, ouais. Non, je ne savais pas. C'est trop joli parce que c'est la base. Et c'est ça aussi qui est joli, c'est si tu faisais un électrocardiogramme, tu n'as pas un rythme tout à fait constant. Il va y avoir des moments un petit peu plus rapides et des moments un peu plus lents. Et une des premières techniques de respiration qu'on peut enseigner, par exemple, aux gens qui ont de l'anxiété, c'est tu vas venir inspirer aussi longtemps que tu vas expirer. C'est bête, mais comme lorsque tu accélères ton rythme cardiaque, tu enclenches aussi dans l'invisible le système nerveux qu'on appelle, on l'appelle sympathique. C'est tout le système nerveux qui est dans la réaction, qui est plutôt dans on va être sur le qui-vive et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre. Quand tu expires, tu enclenches davantage le système nerveux parasympathique qui est plutôt dans la digestion, la réception d'informations. Donc, quand tu inspires, autant que tu expires, ce qui est fou parce que tu as envie de dire « Ah bon, mais on ne fait pas ça ?» En général, non. En général, tu inspires très rapidement et tu expires, tu inspires un peu plus profondément que tu expires. Ça fait un peu... C'est très rare que les gens inspirent vraiment autant qu'ils expirent. Et du coup, rien qu'avec une technique aussi bête que équilibrer les deux, tu viens équilibrer ton système nerveux. Et ce qui vient enclencher plein de processus chimiques, physiques dans ton corps qui t'amènent à être dans un état où tu vas avoir plus de maîtrise sur toi. Donc, quand tu as équilibré tes taux hormonaux qui sont autant vers la réaction que la digestion, ça permet par exemple de créer des connexions dans ton cerveau entre les différentes zones qui vont être plutôt celles de l'analyse, la créativité, la possibilité de réagir à ce qui arrive de l'extérieur. Tout va être bien équilibré. Donc, tu vas te dire, waouh, c'est un truc de dingue, on peut faire autant avec juste un truc aussi simple. Et quand tu commences à dérouler les fils, là, tu prends conscience de tout ce que tu peux faire. Donc, t'imagines, moi, sur mon asthme, il y a plein de techniques que je peux faire pour venir tranquilliser mon système nerveux. Ce qui va permettre, par exemple, à mes alvéoles, dans mes poumons, mes alvéoles, je ne sais pas si ça se dit comme ça se dit plutôt des bronchioles, mes alvéoles. Mes bronches vont pouvoir se détendre à partir du moment où j'ai envoyé les bonnes hormones dans mon corps, celles qui permettent cette décontraction, et je peux influencer la sécrétion de ces hormones avec mon souffle. Par contre, si intellectuellement j'avais trouvé la maîtrise suprême pour enclencher cette glande automatiquement, j'aurais peut-être moins besoin de mon souffle, mais on n'en est pas là. Ouais. Mais je pense qu'on y arrive. Il y a le docteur Joe Dispenza qui fait beaucoup de recherches aux États-Unis sur le pouvoir du mental. C'est un monsieur qui a eu un accident, il est devenu paraplégique. Et il a réussi, par la visualisation, à corriger l'axe de sa colonne vertébrale et il est sorti de son fauteuil roulant sans aucune opération par la visualisation. Donc lui, aujourd'hui, c'est un truc de malade. Et il travaille... Un next épisode de Power School. On va essayer de le contacter pour intervenir. Non, mais en fait, c'est ça qui est fascinant. On vit à une période où, ok, il y a plein de trucs incompréhensibles et chaotiques, mais aussi, on est en train d'apprendre à être humain pleinement et arrêter de penser qu'on a besoin de toujours de la technologie, etc. Non, en fait, on a tellement de trucs à apprendre et à maîtriser ici. Donc voilà pourquoi le souffle, c'est la première clé
plus facile à maîtriser que Joe Dispenza et sa visualisation parce que j'ai essayé et franchement, visualiser ta colonne vertébrale pendant 3 mois, moi, je sais pas comment il a fait. Ouais. Moi, j'ai essayé pour mon asthme, mais j'étais là, à un moment donné, je décroche, quoi. J'y arrive pas encore. Mais donc, c'est plus facile. C'est quelque chose qu'on peut vite apprendre à maîtriser. Ouais, donc c'est une belle porte d'entrée vers tout ce monde-là pour reprendre un peu plus de pouvoir et d'autonomie sur tout Yes, ce fabuleux corps, quoi. exactement. Tu le résumes merveilleusement bien. Moi, je parle pendant une demi-heure et toi, tu le résumes. Est-ce que tu aurais des petits conseils ou rituels ou des petits tips à nous partager là? Parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles de plein de trucs qui donnent super envie et on a hâte de découvrir la vidéo. Mais en attendant, est-ce que tu as des petites choses à nous partager sans spoiler ta formation, mais qu'on pourrait mettre en place, nous, dans notre quotidien? Oui, j'en ai plein. Je suis super excitée que tu poses cette question. Alors, en vérité, les gens qui me connaissent vont rigoler parce qu'ils vont être là, non mais elle arrête avec ce sujet-là un peu. Le premier rituel que je vous proposerai, c'est la douche froide. Parce que, en gros, si tu as peut-être un intervenant dans Power School qui va parler de la technique de Wim Hof, je suis sûre que ça va arriver. Je crois que oui, ouais, j'en ai un celui qui arrive bientôt. Ouais. Et du coup, cette technique-là, le fait de se présenter souvent dans une intensité de froid, si tu présentes ton corps à un froid intense souvent, tu muscles ta capacité à être dans la souplesse de ton corps. Par exemple, on va dire qu'il y a une inertie. Moins tu te présentes au changement, moins tu vas avoir la capacité de t'adapter au prochain changement. Plus tu te présentes au changement, plus tu vas être capable de t'adapter vite au prochain changement. Donc, par exemple, prenons un petit virus Covid qui se présente à toi. Truc que ton corps, il n'a jamais vu. C'est assez intense comme intrant nouveau. Ça crée un gros chamboulement. Sauf que si avant ça, tu avais pris l'habitude de souvent te présenter à des changements et à des situations qui font que ton corps apprend à réagir, à s'adapter, bah, le moment où il y a le petit virus Covid qui vient, il a l'habitude, ton corps, de nouveaux chocs, de créer une réponse vite et adaptée. Du coup, ton système immunitaire va répondre d'autant plus rapidement à OK, bah là, clairement, il est en train d'attaquer le système respiratoire. Vite, il faut envoyer des anti-inflammatoires. Tout. Donc, juste par ta douche froide, c'est une première façon de venir dans cette maîtrise de ton système nerveux, un peu comme pour t'assurer qu'il est vif et éveillé, un peu comme quelqu'un qui boit trop souvent d'alcool, bah, à un moment donné, son système nerveux, il est un peu endormi. Et d'ici à ce que la personne ait des réflexes vifs, il faudrait passer par une grande purge sans alcool pour que le système nerveux redevienne un petit peu vitalisé, éveillé et réactif. Et cette douche froide, elle fait cet effet un peu de garder le système respiratoire, cardiovasculaire, hormonal, bien éveillé, bien vitalisé jusqu'au bout de tes extrémités. Et ce qui va permettre, du coup, au moment où tu as des nouvelles choses, ça peut même être des chocs psychologiques, ça peut être le fait que, bah, voilà, en ce moment, on est tous en train de reconfiner, il y a des tas de gens qui perdent leur boulot. Si tu as créé cette capacité à t'adapter vite et à avoir vite cette adaptation au changement par ta douche froide, le moment où tu as une nouvelle situation qui psychologiquement peut être un peu traumatisante, tu vas aussi avoir tout cet élan de ressources qui va permettre de vite équilibrer et vite te remettre dans le confort dans cette nouvelle situation. Donc vous allez vous dire, c'est quoi le rapport avec le yoga et la respiration? En vérité, c'est ça qui est joli, c'est que le yoga, c'est assez holistique. Et ça, c'est une technique yogique ancestrale. La douche froide, c'est quelque chose que les yogis font. Et je sais que Wim Hof est très profondément influencé par cette sagesse-là. Même toutes les respirations qu'il propose au début pour se préparer à la douche froide, lui, il travaille beaucoup le souffle. Et du coup, c'est très étroitement lié. Ouais. Mais de toute façon, je pense que beaucoup de pratiques qui ressortent aujourd'hui, qui revoient le jour, prennent racine dans des pratiques qui sont traditionnelles et multimillénaires en Orient, que ce soit en Chine ou en Inde, quoi. Absolument. Mm. Absolument. Yes. Et peut-être juste Merci. Ouais. une autre technique, parce que j'ai plein d'élèves qui me disent qu'ils n'arrivent pas à dormir.
qu'en ce moment, il y a beaucoup le mental qui tourne parce qu'en plus, comme on est confiné, on n'a pas le même défouloir physique ou même notre énergie, du coup, elle est un petit peu hyper, comment dire, elle stagne en nous. Et je conseillerais vraiment aux gens de faire la respiration carré, que j'appelle Mm. carré, parce qu'on inspire autant de temps qu'on retient, autant de temps qu'on expire, autant de temps qu'on retient. Donc, tu fais un petit carré comme ça. Avec. Moi, j'aime bien dire, tu fais 7 temps, 7 temps tu retiens, 7 temps tu expires, 7 temps tu retiens. Avant de dormir, si tu peux faire ça 5 minutes, ça va vraiment permettre à ton système nerveux d'enclencher cet état où tout est équilibré, il n'y a pas un excès d'agitation ou un excès de léthargie qui fait que peut-être ton sommeil ne va pas être reposant. Voilà, les 2 petites techniques conseils. Merci. Avec bonheur. Tout ce qui peut aider. Ouais. Ouais, on en a bien besoin, surtout en ce moment, ça donne beaucoup de sens tout ça avec la période. Pour terminer notre entrevue, j'aime bien poser les 4 mêmes questions aux intervenants. La première, c'est selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Tellement cette question parce que j'ai eu une prise de conscience ouf l'autre jour. Je te jure, c'est une question que je me pose tout le temps et il y a plein de réponses différentes que tu peux apporter. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui faisait vraiment du mal au monde, c'est le pouvoir sur. Le fait qu'on ait beaucoup de mal à concevoir qu'on puisse s'accomplir sans forcément entrer dans des logiques de domination, ce qui s'appelle le pouvoir sur. Et du coup, de quoi le monde a besoin? C'est ce que j'appelle le pouvoir du dedans. Et c'est à l'opposé du pouvoir sur qui fait qu'on va s'accomplir, par exemple, en dominant la nature, en dominant l'espace, donc par exemple en ayant une grosse maison avec un beau territoire délimité, ou même des fois en ayant trop la paranoïa de dominer son corps, donc dire à ses émotions de se taire. En fait, il faut venir honorer le pouvoir du dedans qui serait par exemple se connaître intimement, être vraiment en harmonie avec qui on est à l'intérieur et explorer ce champ intérieur qui est bourré de talent, qui est bourré de sensibilité. C'est ça qui est fou, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on va avoir plus de fascination pour conquérir une planète extérieure comme Mars, ou par exemple comment on peut conquérir tous les marchés, mais on ne sait toujours pas qui on est et on ne sait toujours pas comment être en paix avec soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin que les gens reviennent faire confiance au monde intérieur qui est là, qui est riche, qui est beau, qui est abondant. Et on peut se suffire. Il n'y a pas besoin d'aller faire toutes ces conquêtes de pouvoir, d'accumuler, même en termes d'ego, parce que le pouvoir, c'est pas qu'un empire, ça peut aussi être ce besoin. Je pensais au fait qu'il y a quand même un sacré problème de pouvoir. J'ai l'impression que les humains ont cette maladie à partir du moment où ils ont réalisé qu'ils pouvaient avoir du pouvoir, ils vont forcément essayer d'aller l'exploiter sur les autres. Mm. Et je me dis, c'est joli, faudrait réinverser la logique et se dire, reste. Oui, 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 c'est fascinant, tu peux avoir du pouvoir, mais reste. Hein. Tu cultives ton jardin intérieur, tu cultives la richesse qui est là. Donc, je pense que le monde a besoin de ça. Qu'on vienne vraiment là. Merci. Merci Avec pour ces mots qui font du bien. Tu nous as déjà, alors tu t'as devancé ma question puisque tu nous as déjà parlé d'un livre que tu conseilles tout à l'heure. Mais si tu en as un autre, ou si tu veux garder le même, mais un livre qui t'a inspiré, qui sur ton chemin, qui t'a apporté des clés. Je vais faire réponse facile parce qu'il est juste là et qu'il m'a fait pleurer. Donc, je ne l'ai pas fini. Mais il y a une raison pour laquelle je vais parler de ça. Sophie, mon amour, tu le vois dans le bon sens sur ta Ouais, caméra? oui. Ça fait hyper longtemps que ce livre me cherche parce que je l'ai vu et je l'ai vu dans plein de profils de copains et j'étais là, ouh, celui-là, je le veux, je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, ça te fait ça, t'es là, genre, lui, et je sais pas pourquoi. Et là, je l'ouvre ici, ça y est, confinement, j'ouvre le bouquin et j'ai pleuré tellement j'étais émue parce que ça parle de Rumi, le poète persan qui a énormément parlé d'amour. Et dans les premières pages, ils remettent quand même dans le contexte en disant Rumi, qui est l'emblème de l'amour, a quand même écrit à cette période
hyper chaotique où tu avais l'empire de Gengis Khan qui était en train de défoncer tout l'empire de l'Orient. Et il y avait tous ces affrontements musulmans catholiques. C'était mais la guerre apocalyptique, quoi. Tu avais envie de dire c'est pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Et là-dedans, il y a Rumi qui a des épiphanies d'amour. Et moi, en lisant ça, je me disais, oh, mais oui, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que dans le sombre, dans le chaos, on peut avoir encore plus connexion aux opposés. Donc, par exemple, oui, c'est sacrément chahuté à l'extérieur, mais ça veut dire que d'autant plus, on va avoir le potentiel de faire émerger les belles choses. Parce que on sent tellement le contraste qu'on va faire encore plus d'efforts pour faire émerger l'amour, émerger l'harmonie. Et le fait de tomber sur un ouvrage qui parle de Rumi, en ce moment, ok, c'est cadeau, quoi. Pardon. Donc, allez-y, voilà. Merci. C'est vrai que ça fait longtemps aussi que j'ai envie de le lire. Et là, tu m'en parles aujourd'hui et on m'en a parlé il y a 3 jours ce week-end. Donc, je commence à me dire qu'il frappe à ma porte aussi. Il faut que Ouh, il je le note. t'appelle. Ouais. Il t'appelle. Est-ce que tu as une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire? Alors, j'imagine qu'il y en a eu plusieurs. Donc, si tu as envie de citer plusieurs noms, libre à toi. Ah, tu vois, c'est drôle, il y en a trop. Du coup, quand il y en a trop, je vais aller vers celle qui m'est apparue. En plus, c'est pas forcément la personne que je trouve le plus waouh, exemple de vie, mais c'est ce qui est venu là. Donc, il y a une américaine que j'aime beaucoup qui elle a la trentaine. Donc, je pense aussi qu'il y a ce truc de voir quelqu'un qui a à peu près le même âge, ça m'inspire à continuer mon exploration de vie. Donc, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Blue, B-L-U, Cosmic Eagle. Et c'est une femme que je trouve assez fascinante parce que tu sens cette âme curieuse et avide de comprendre le monde, de comprendre qui elle est. Et elle partage avec grande abondance et générosité toutes ses expériences. Par exemple, elle a fait des jeûnes de 10 jours. Elle a fait toutes les techniques de Wim Hof. Récemment, elle a fait un grand travail avec Sadhguru. Elle l'a interviewé. Elle fait un grand travail sur mais la méditation dans nos vies, qu'est-ce que c'est? Elle fait un grand travail avec la technique de Gene Keys. Je ne sais pas si ça te parle. Non, je connais pas. C'est pas encore connu en France. C'est un grand travail sur compréhension de on va dire une grande cartographie de qui tu es avec ton ADN, mais aussi ton thème astro, ta composition chimique. C'est une immense compréhension de ton orientation, de qui tu es, quels sont les potentiels dans ta vie à partir de toute cette cartographie immense. Et la raison pour laquelle je parle d'elle, c'est que je trouve qu'en France, on a cette drôle d'inertie où les sujets émergent beaucoup à l'étranger. Par exemple, Wim Hof, ça va faire 30 ans qu'il fait ces techniques. Et c'est trop bizarre. Ça y est, c'est 2020. On dirait que la France a découvert Wim Hof. Et là, mais non, mais les gars, ça fait super longtemps. Donc, je donne cette référence parce que c'est bien d'avoir des fois des phares extérieurs qui émettent comme ça des informations très différentes de notre culture pour un peu garder cette ouverture d'esprit de se dire, bon, en France, on a un peu une fascination pour les vieux philosophes, une fascination pour les vieilles théories, et c'est cool. Mais c'est bien aussi de se dire, il y a des grandes choses qui bougent, il y a des grands apprentissages, il y a des grandes percées. Stay open, reste ouvert. Garde les écoutilles ouvertes. Et du coup, voilà, cette fille, moi, elle me fait du bien là-dessus parce que c'est un peu comme si elle émettait des signaux de ça va arriver dans 10 ans chez vous. Mais bon, moi, je le dis déjà, mais... Voilà. Donc, voilà. Ok. C'est pas... Tu vois, j'aurais bien aimé te dire, oui, alors, Frida Kahlo. Non, non, je te dis un truc pas du tout artistique ou symbolique. Non, mais c'est bien, je connais pas, je vais aller jeter un œil. Cool. Merci Cool. pour ce super échange. Avant de nous quitter, est-ce que tu veux nous partager quelques mots sur la vidéo que tu nous partages sur Pawa, ta formation? Ben, je veux juste vous dire à quel point ça vient du cœur. Ça veut dire que j'ai été moi-même assez chamboulée par ce qui se passait parce que j'étais vraiment en interrogation de mais qu'est-ce que le moment demande de nous, quoi? Qu'est-ce qu'on est supposé comprendre
quand on fait un travail de conscience, quand on a la volonté d'apporter des solutions, mais qu'on est aussi bloqué, mais c'est un escape game de l'intérieur, quoi. Tu es là. Et donc, le cours que je donne dans Pawa, il vient vraiment de... J'ai pas voulu répondre trop vite. J'ai voulu prendre le temps de vraiment ressentir de quoi le moment a besoin. Et c'est ça qui émerge. C'est ce travail de... On a la capacité, les gars, d'arrêter de répondre juste avec notre ego, avec nos croyances limitantes aussi, comme si on avait tout compris. Et en fait, venons nous brancher à l'intelligence du vivant qui vibre très très fort. On peut capter des informations absolues, infinies avec l'intelligence du vivant dans le cœur. Faisons cet effort de sortir de l'ego. Utilisons l'énergie frénétique des tripes, de ces envies viscérales de changement pour aller au cœur. Et à partir de là, il y aura des actions miraculeuses qui peuvent émerger. Donc, je sais qu'instinctivement, il y a des gens qui vont peut-être se dire dis donc, elle est pleine de jugement. Moi, mon action, elle est très, très bien. Mais faites l'expérience. Faites l'expérience de voir quelle est la transformation qui passe quand on sort un peu de l'énergie des tripes pour aller vers l'énergie du cœur. Et vous m'en direz des nouvelles. Merci Voilà. beaucoup. Merci, c'était le mot de la fin. Merci pour tout, Beata. J'ai été ravie de cet échange et de te rencontrer aujourd'hui. Et à bientôt. À bientôt. Et bravo, c'est super ce que vous faites. Je suis hyper émue de faire partie de l'équipe. Merci. Merci à toi.